Hey, hey, bienvenue dans cette capsule où on parle fonction, un petit complément du cours important. On va parler d'opérations sur les fonctions. On va s'intéresser à des fonctions qui sont issues de fonctions de base, de fonctions f. Donc qu'est-ce qui se passe quand je rajoute un nombre à une fonction f? Ce nombre, on va l'appeler k. Qu'est-ce qui se passe quand je multiplie une fonction f par un nombre lambda qui peut être positif ou négatif? Quels sont les liens entre leurs variations? C'est ça l'idée. Travaillez là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand j'applique une racine à une fonction u? Cette fonction déjà on peut dire ça va être nécessaire qu'elle ait à valeur positive, on ne peut pas faire la racine de quelque chose de négatif. Et qu'est-ce qui se passe quand je prends une fonction que je vais appeler u et que je prends son inverse? La fonction de base va devoir être non nulle, sinon ça va poser problème. Donc voilà, on va voir tout ça en passant sur GeoGebra. J'ai choisi une fonction polynôme, une fonction simple à étudier, donc avec des paramètres qui me permettent de la bouger. Donc voilà, je vais fixer des paramètres un peu au hasard, et puis donc un nombre qui va me permettre de faire bouger ma fonction. Alors je m'intéresse à la première fonction, la fonction g. Je l'ai créée en disant que c'était la fonction f plus un nombre, le nombre lambda qui est là. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'applique 2 à toutes les images, c'est bien ça, f de x est une image, à toutes les images de la fonction violette? Eh bien j'obtiens ça. C'est-à-dire, a priori, on voit qu'il y a un décalage vers le haut. On a des vecteurs de base i et j, donc a priori le décalage est de 2j. On le vérifie, je fais bouger lambda, je le mets à 3, 4, etc. En effet, on a un décalage vertical. Par contre, le domaine de définition lui ne bouge pas, on est toujours dans cette bande de papier par exemple, et on voit surtout que les variations sont identiques, même si la forme des courbes est légèrement différente, on a quand même des fonctions qui sont décroissantes déjà, jusqu'à 0,5, et puis croissantes ensuite. Donc décalage vertical de lambda j quand on a une fonction f de x plus lambda. Alors le deuxième cas que je voulais voir avec vous, c'est un cas qui n'est pas vraiment au programme, mais plutôt que d'appliquer ce décalage de lambda sur les images, qu'est-ce qui se passe quand je l'applique sur les abscisses, les antécédents, f de x plus lambda, fermez la parenthèse. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction composée. Je vais l'appliquer, voilà ce qui se passe. Cette fois-ci, j'ai un décalage horizontal. Sauf que, chose plus surprenante, le décalage s'opère de manière inverse à ce qu'on pouvait peut-être imaginer à la base. Quand je décale de 3 horizontalement, c'est-à-dire 3i, en fait c'est pas 3i, c'est moins 3i, je vais dans l'autre sens. Ça peut se comprendre puisqu'en fait on applique une compensation. Pour annuler ce lambda, il faut bien faire moins lambda. Donc quand je décale de moins 5, f de x moins 5, j'ai la même courbe mais décalée de 5 vers la droite. Donc décalage de moins lambda i horizontalement quand j'applique une opération addition sur les antécédents. Hors programme un petit peu, mais je vous en parle quand même. Je passe à la suite. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai lambda fois la fonction de base? Ici, lambda fois la fonction f. Eh bien, quand le lambda est négatif, il se trouve que j'obtiens des variations contraires aux variations originelles. Alors que quand le lambda est positif, j'obtiens les mêmes variations, avec évidemment des images différentes. Ça va de soi, là il faut toutes les multiplier par 3, mais même variation. Là il faut toutes les multiplier par moins 3, les images, mais variations contraires. Que se passe-t-il, je vais mettre un lambda égal à 2, quand j'ai une fonction de base qui bouge? Rien de spécial pour celui-là, vous le constatez. En revanche, pour les autres cas, ça va poser problème. Je pense en particulier à racine. Donc là, j'ai la fonction racine de la fonction de base. Qu'est-ce qui se passe quand j'applique une racine? Eh bien, j'obtiens une fonction qui a les mêmes variations. Donc décroissante et croissante, avec un minimum atteint en 0,5. Qui vaut évidemment pas la valeur ici violette, mais la racine de la valeur violette. Logique. Regardez, je vais tenter un truc. Je ne peux pas le visualiser parce que j'ai pas des curseurs qui me permettent d'aller plus loin, mais si le maximum de la violette c'était à 4, eh bien le maximum de la orange ce serait racine de 4, 2. Voilà, donc là il est à 1, le maxi à peu près, racine de 1 ça fait 1. D'où la coïncidence du point. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai une fonction violette qui est négative, vu que je ne peux pas appliquer une racine à quelque chose de négatif? Regardez, hop, là j'ai une portion de la violette qui n'existe pas entre les deux racines que je pourrais trouver avec delta au passage. Eh bien la fonction orange, elle n'est pas définie sur cet intervalle là. Voilà ce qui se passe. Si vous aviez une fonction violette qui était totalement négative, genre tête en haut, vous auriez l'impossibilité d'appliquer une racine à cette fonction violette. Donc attention, on n'applique une racine que quand la fonction est à valeur positive. Très important, j'y reviens après. Et puis je termine avec
l'inverse. Je reprends une fonction violette positive volontairement, strictement. L'inverse, on voit que les variations sont inverses justement avec le même minimum ou maximum, le même extrémum, enfin l'extrémum plutôt atteint au même endroit, mais des variations inverses. Donc décroissante croissante devient croissante décroissante. En revanche, j'ai pas le droit de diviser par quelque chose de négatif, donc quand j'ai une fonction qui a des racines, genre ici en je ne sais quoi, 0,7 et puis 2,7, eh bien j'ai deux valeurs interdites qui se créent. Ici et ici, donc ma fonction verte est en trois parties logiques. Attention, on ne peut faire 1 sur une fonction que si cette fonction est à valeur non nulle, sinon valeur interdite. Je termine par la valeur absolue qui est un peu inédite pour vous en première. La valeur absolue, elle est là. La valeur absolue d'un nombre, c'est lui-même quand il est positif. Donc quand votre fonction va être positive, la valeur absolue, c'est la même fonction. Alors que quand la fonction a une portion qui devient négative, on constate que la valeur absolue, c'est son opposé. Donc il faut trouver les racines pour voir où ça s'annule, détecter la portion qui est négative et la rendre positive. Donc au niveau variation, ça donne décroissante et croissante pour la violette, alors que pour la rouge, décroissante jusqu'à la racine, croissante jusqu'au maxi, décroissante jusqu'à l'autre racine et recroissante. Donc voilà, il faut s'adapter simplement aux fonctions. Je vous laisse remplir tout ça dans votre cours. J'insiste juste sur les choses importantes. Ici, décalage donc horizontal, on appelle ça une translation de vecteurs kj, on a dit. Quand on applique plus k, par contre, à x, c'est hors programme, mais c'est une translation de vecteur moins ki. Donc, si la fonction de base est croissante sur un intervalle i, la fonction g, f plus k, sera aussi croissante, pareil. Et si elle est décroissante, la fonction de base, la nouvelle, sera aussi décroissante. Je passe maintenant en fonction lambda f. Donc, quand vous avez un réel lambda et une fonction f, si on appelle g la fonction lambda f, et bien si lambda est strictement positif, f et lambda f ont même variation, alors que si lambda est négatif, elles ont des variations contraires. Je passe à la racine d'une fonction, racine de f ou racine de u. Alors là, c'est vraiment capital que vous le rappeliez si jamais vous êtes en présence d'exercices qui font référence à ça. La fonction de base, f ou u, doit être à valeur positive. Sinon, on ne peut pas appliquer la racine. Et dans ce cas-là, la racine de u, qu'est-ce que c'est en fait? C'est racine de u de x. C'est une autre manière de le dire. Et donc, u et racine de u ont même variation, à condition bien sûr que la fonction i soit à valeur positive, je le redis, éventuellement nulle, sans souci pour la racine. Et 1 sur u, pour terminer, il nous faut une fonction u à valeur non nulle, qui ne s'annule pas. Et qu'est-ce que c'est que 1, ce qu'on écrit plutôt 1 sur u, c'est la fonction qui a x associé à 1 sur u de x. Donc on considère une fonction u à valeur non nulle, qui ne change pas de signe en plus, sinon c'est ingérable. Donc une fonction soit toujours positive ou toujours négative. La fonction u et 1 sur u ont des variations contraires ici. Je termine par un petit exemple. Ici donc, on est en présence d'une courbe représentative sur le domaine suivant, -4, 3, d'une fonction affine par morceau, c'est-à-dire une ligne brisée, et on voudrait obtenir la nouvelle courbe représentative d'une fonction g définie par g de x qui égale f de x moins 3, le tout plus 2. Donc en fait, on va créer deux fonctions. Une fonction h de x égale à f de x moins 3 déjà. On va en étudier le domaine. Et quand on l'aura, quand on se sera occupé de cette partie ici, on rajoutera à cette fonction h plus 2. En tout cas, toutes les images. Donc là, on s'intéressera à ma fonction g de x, enfin, qui sera égale à h de x, le tout plus 2. C'est-à-dire la chose précédente, plus 2. Pareil, on s'intéressera à son domaine. Pour ça, on va appliquer des translations. Je vous laisse mettre sur pause et puis le faire. Donc comme on l'a dit précédemment, quand on doit toucher aux abscisses, c'est un peu hors programme, certes, mais en tout cas, on opère une translation de vecteurs, alors quand c'est -3, de vecteurs 3i. Donc pour ce faire, vous allez prendre tous les points de la courbe de base et les décaler de 3 carreaux vers la droite. Donc ce point devient ici, celui-là passe ici, etc. etc. Donc j'obtiens approximativement cette courbe-là. Ça, c'est la courbe
de ma fonction que j'ai appelée h. Quel est son domaine? Eh bien en fait, on constate, en tout cas, vu qu'on fait un décalage vers la droite de 3 carreaux, qu'on part de ce domaine et puis qu'on rajoute 3, c'est-à-dire moins 1, 6. Voilà pour le domaine de h. On fait pareil pour g. Je vous laisse mettre sur pause. Donc la courbe de G, cette fois-ci, on va opérer une translation verticale, vu qu'en fait on touche aux images de vecteurs de J. Là, quand c'est plus 2, on laisse plus 2. Quand c'est moins 3, on met plus 3. Je vous rappelle. Donc, qu'est-ce qu'on obtient comme domaine? Eh bien, le même, vu que c'est vertical, que le domaine précédent, c'est-à-dire le domaine de H. Donc le domaine final, c'est moins 1, 6. Et la courbe finale, c'est donc, ce point-là passe ici, ce point-là ici, etc. 2 carreaux horizontaux, ici 2 carreaux vers le haut, et puis finalement, hop, voilà la fonction G qui est représentée. Voilà l'intérêt de ces opérations sur les fonctions. À bientôt pour une prochaine vidéo.